France Maghreb 2. Par les femmes. Présenté par Hanan Zawani sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, c'est Hanan, ravie de vous retrouver donc pour 2 heures d'émission. Et cette semaine, nous parlerons d'entrepreneuriat au féminin, mais pas que. L'invité de la rédaction est Rafla Benarous des Carnets d'Eddy. Entreprendre à l'ère du 2.0 quand on est une femme, c'est s'insérer dans une dynamique de mouvement, de création et de sensibilité. Hesna Chauki, en tant que créatrice d'entreprise, nous parlera de son projet Etikev, de ses difficultés et de ses points forts. Un diagnostic sur sa communication lui sera offert en direct live sur les ondes de France Maghreb 2. Pour notre dossier santé du mois, nous parlerons des femmes noires atteintes du cancer du sein. Les prothèses mammaires après une ablation du sein sont-elles vraiment adaptées à toutes les femmes ? Nous en parlerons. Et tout de suite, on va écouter notre coup de cœur Dream de l'artiste LR Says. Et on se retrouve juste après la pub avec l'interview de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui nous parle de l'opération 2019 Sport féminin toujours. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Créer son entreprise en tant que femme, c'est possible. En France, seuls 30% des entreprises sont créées par des femmes et parmi elles, on observe que ces entreprises sont plus petites, le plus souvent tournées vers le secteur des services avec moins d'ambition de croissance. Or, comme l'essor économique d'un pays ne peut se faire sans création d'entreprise, plus de création féminine entraîne... Bon, alors notre technicien s'est trompé, donc on vous lance donc l'interview de la ministre des Sports donc pour l'opération 2019 Sport féminin toujours. Voilà, c'est bon, on a retrouvé donc l'interview qu'on diffuse tout de suite en direct sur France Maghreb 2 dans l'émission Par les femmes sur France Maghreb 2. C'est parti, on y va, on écoute. Alors je suis Roxana Maracineanu, ministre des Sports, ancienne sportive médaillée, première championne du monde française en natation. Et puis derrière, je me suis engagée fortement pour la pratique des femmes dans le cadre associatif. Et aujourd'hui, à l'occasion de ce sport féminin toujours, j'encourage toutes les filles, toutes les femmes à se sentir vraiment missionnées pour porter le sport féminin et la mixité de manière générale dans le sport. Prenez toutes vos baskets, vos gants de boxe, allez sur les terrains ensemble avec les garçons ou entre filles pour pouvoir promouvoir la pratique du sport féminin, dire à ceux qui vous accueillent ce qu'il vous manque aujourd'hui pour que vous puissiez faire plus de sport tous les jours dans le cadre de votre travail, dans le cadre de votre famille, avec vos enfants, le week-end, pendant la semaine, pendant les vacances scolaires. On a besoin de vous toutes pour comprendre comment faire pour avancer au mieux vers la mixité dans le sport et on sera à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche qui nous tient à cœur. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. Chères auditrices, chers auditeurs, donc nous sommes de retour donc après cette interview de la ministre. Donc le sport féminin toujours, c'est ce week-end. Donc cet événement qui permet de mettre en avant le sport au féminin. Donc hier, grosse victoire de la judoka française Clarisse, donc qui a remporté sa finale de judo. Et on se retrouve donc là tout de suite avec Samia. Samia, bonjour. Bonjour Hanan. Bonjour Samia, comment vas-tu ? Très bien, alhamdoulilah, et vous ? Ça va très bien. Alors ma question habituelle, comment s'est passée la semaine ? La semaine s'est très bien passée. Bon, alors on est ravis que tu sois avec nous donc pour un nouvel agenda de Sakina Event, donc un film d'animation à l'honneur, ma chère Samia. Alors oui, donc on a un film d'animation donc pour continuer sur la lancée de la semaine dernière, je vous parlais de Wardy. Cette semaine, je vais vous parler d'un petit film d'animation qui est sorti en 2006. Mais l'événement donc de ce mercredi 13 février pour ce film qui s'intitule Azur et Asmar de Michel Oslo, c'est qu'au Forum des images, donc à Châtelet-Les-Halles, il sera certes diffusé, mais en présence du réalisateur. Donc les parents peuvent s'y rendre avec leurs enfants et avoir un échange donc avec le réalisateur. Donc ce mercredi à 15h au Forum des images et c'est également suivi d'un goûter. Donc c'est un événement qui est assez exceptionnel. Alors ce film d'animation Azur et Asmar, en fait, c'est l'histoire
d'Azur, le fils d'un noble, et Asmar, le fils d'une nourrice. Ils sont élevés ensemble. Mais Asmar finit par être chassé par le père d'Azur. Donc là commence une véritable aventure pour les deux enfants. C'est un conte moderne qui est très coloré, poétique, et une véritable inspiration sur la thématique de la fraternité. Donc j'invite tous les parents à y emmener leurs enfants. Renseignez-vous dès à présent sur la disponibilité des places puisque c'est limité. Donc il vous suffit d'aller sur le site du Forum des images de Châtelet-Les-Halles pour vous renseigner sur les places disponibles. Le tarif donc c'est 6 € pour le plein tarif et 5 € pour les moins de 18 ans. Une question, Samia, Azur et Asmar, c'est un film qui est sorti, c'est un film d'animation qui est sorti un petit moment parce qu'il me semble l'avoir vu. Oui, 2006. Ah oui, alors vraiment, oui, je recommande à tous nos auditeurs et à nos auditrices de regarder Azur et Asmar. C'est absolument magique comme film. Il est magnifique, il est vraiment très très beau. C'est une histoire autour de la fraternité, une fraternité qui n'est pas une fraternité de sang, mais une fraternité qui s'établit sur le temps. Donc il est vraiment très beau, il véhicule plein de valeurs. Et là justement c'est un événement qui est exceptionnel puisque la diffusion se fera vraiment en présence du réalisateur qui est Michel Oslo. Donc les parents et les enfants pourront poser toutes leurs questions au réalisateur. Génial, parfait. Alors le deuxième rendez-vous de la semaine, ma chère Samia. Oui, donc on poursuit, puisque juste avant vous avez diffusé une petite interview de la ministre concernant le sport. Tout à fait. Alors je continue donc sur cette lancée et je vous invite à aller visiter le musée national du sport. Savais-tu, Hanan, qu'on a ici en France un musée national du sport? Pas du tout, ça se trouve où? Alors, ça se trouve pas à Paris, par contre. Là, c'est bien. Plaisir. Ça va changer. Et oui, on va aller à Nice. Ah, génial. Complètement, un petit peu vers le soleil. Donc, le Musée national du sport se trouve à Nice. Il y a une exposition permanente qui vaut vraiment le détour sur différentes thématiques autour du sport. On a par exemple des thématiques qui s'intitulent défi sur soi, le défi d'homme à homme quand on aborde bien entendu les sports collectifs. Et il y a également pour les enfants des ateliers pédagogiques. Je vous donne un exemple. Il y a un atelier qui s'intitule Invente ton sport, où là on incite justement les enfants à faire preuve de créativité et d'imagination autour de la thématique du sport et d'inventer eux-mêmes leur sport. Donc au niveau des tarifs, donc c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Et c'est 6 € donc pour les adultes. Donc voilà, c'est une sortie qui est très agréable autour de la thématique du sport, qui peut se faire en famille. Et puis pour les franciliens, dès que vous faites un petit tour dans le sud, allez au Musée national du sport. Tout à fait. On en profite pour saluer nos auditeurs et nos auditrices de Marseille qui nous suivent nombreux. Marseille-Nice, je crois c'est 1 heure de route, Samia. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. donc Marseillaise, allez au Musée du sport à Nice. Oui, c'est pas très loin là. Toute la partie sud est concernée et puis comme je disais, même les franciliens, allez hop, dès que vous allez faire un petit tour dans le sud, mettez ça dans votre programme. Super. Alors on va parler d'entrepreneuriat justement avec toi, ma chère Samia. Tout à fait. Donc, vu que l'entrepreneuriat au féminin est à l'honneur également aujourd'hui avec toi, Hanan, et tes invités, donc on a inséré 2 événements qui sont, j'ai envie de dire, incontournables, notamment ce lundi 11 février, puisque ce lundi 11 février, sachez que c'est la journée internationale des femmes et des filles en sciences. Alors, c'est une journée internationale donc, qui a été initiée par l'ONU. On a le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui à l'occasion de cette journée a dit, je le cite, « Il est de notre devoir de garantir dans le monde que toutes les filles puissent vivre leurs rêves et contribuer à l'avènement d'un monde meilleur pour tous et toutes. » Et justement, sur Paris, on a un événement donc pour célébrer cette journée internationale. Donc ce sera à l'École normale supérieure de Paris.
donc à l'ENS. On aura donc des conférences qui seront initiées donc par l'ENS avec des grands professeurs émérites tels que le professeur Claudine Herman qui interviendra notamment sur la question de l'égalité en sciences, ou encore le professeur Colette Guillopé qui est membre donc d'une association française Femmes et Sciences. Donc l'événement est gratuit, donc ce sera ce lundi à partir de 14h, donc à l'ENS qui se trouve au 45 rue du LM, Paris 5e. Donc je vous invite à réserver par contre votre place, même si c'est gratuit. Il y a un lien de réservation que je mettrai dès aujourd'hui sur notre page Facebook. Parfait. Est-ce qu'on a encore un autre événement? Il me semble, oui. Oui, tout à fait. Un dernier exceptionnellement. Sur l'entrepreneuriat, tout à fait. Donc là, c'est un événement donc qui est initié par la région Île-de-France. C'est une réunion d'information qui s'intitule Entrepreneurs et leaders. Qui se déroulera à la pépinière de l'Atrium de Montreuil, donc ce mardi 12 de 9h30 à 12h30. Donc il est organisé par la région Île-de-France, il est totalement gratuit. Différents thèmes seront abordés. Je vous en cite quelques-uns. Comment faire son business plan, comment réaliser son étude de marché, les différentes aides financières qui sont possibles, et également un sujet qui est très important quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quel statut choisir. Alors pareil, c'est gratuit, mais il faut réserver donc sur le lien Eventbrite que je mettrai en ligne dès que j'aurai terminé avec vous. Alors là, pour ceux qui sont intéressés, faites très vite parce qu'il reste uniquement 5 places. Ah oui, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Oui. D'accord. Non, pas beaucoup, mais bon, il en reste quelques-unes. Donc essayez de réserver au plus vite, sachant qu'il y en a régulièrement qui sont organisées. Donc vous verrez, quand vous irez sur le lien, vous aurez d'autres dates qui seront également proposées. Très bien, on te remercie, ma chère Samia. Sais-tu que la journée mondiale de la radio a lieu ce 13 février? Oui, mais bien sûr, et c'est un grand événement également pour notre émission Par les femmes. Tout à fait. Il me semble que nous y participons. Alors effectivement, on participe à cet événement mondial, donc de la journée de la radio, donc qui a lieu le 13 février, et nous nous sommes donc inscrites, l'équipe de Par les femmes, à ce concours. Donc voilà. Alors ce concours, oui, tout à fait, mon cher Medjahed. Donc on est en train de travailler actuellement, donc justement sur une production sonore originale, donc créée par nous-mêmes, une chronique de 2 minutes. J'en profite pour remercier infiniment Razali SK Productions qui justement va nous composer la bande sonore, donc c'est-à-dire la musique, sur un thème que je lui ai proposé, en tout cas sur une inspiration musicale. Donc l'inspiration musicale, chers auditeurs, chères auditrices, elle est de Edith Piaf pour l'hymne à l'amour, et la thématique justement de cette journée mondiale de la radio, c'est la radio vecteur de tolérance, de dialogue et de paix. Donc si gagnants, plusieurs participants vont concourir, et 6 gagnants dans 6 pays différents vont reporter ce concours, en espérant bien évidemment qu'on fera partie des gagnants et des gagnantes. On l'espère très fort. Je te remercie, ma chère Samia. Quand est-ce qu'on peut retrouver justement tous les événements sur ta page? Donc on a une nouvelle page justement qui t'est dédiée à toi. Oui, à votre agenda Sakina Event. Donc une page Facebook, vous mettez tout simplement l'agenda Sakina Event, et donc je référence régulièrement donc les événements, et puis également quelques petits conseils autour des sorties culturelles pour les parents et les non-parents. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour régulièrement. Voilà, donc sur la page annexe de Par les femmes, donc Par les femmes est notre page principale, je vous invite à y aller. On est à pratiquement 3000 personnes qui nous aiment, donc on est très heureuses et très heureux. Et à côté de ça, vous avez effectivement la page Facebook de Samia, donc l'agenda de Sakina Event, donc Sakina, S-A-K-I-N-A, plus loin, Event, pour justement rapidement vous inscrire à cet événement autour de l'entrepreneuriat. Il ne reste que 5 places. Ma chère Samia, une excellente semaine, et je te dis donc à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Hanan. Et puis, un grand bonjour, un grand bisou aux invités d'aujourd'hui. Un grand bonjour à Medjahed et une très bonne semaine à nos auditeurs et auditrices. Et à la semaine prochaine. Alors effectivement, elles sont là, elles sont avec nous. Donc Rafla Benarous des carnets d'Edi, Hesna Chauki de la société Etikev en création est également avec nous. Et là tout de suite, on va démarrer par notre premier grand rendez-vous. Donc raconte-moi ta réussite avec l'invité de la rédaction. Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Donc l'invité de la rédaction aujourd'hui est Rafla Benarous. Rafla, bonjour. Bonjour à tous. Alors parle bien devant le micro et sois la bienvenue donc sur les ondes de France Maghreb 2. Merci beaucoup Hanan pour ton invitation et ta gentillesse. Avec grand plaisir. Alors Rafla Benarous, je l'ai découvert, on me l'a présenté et j'ai été voir son site internet Les Carnets d'Edi. Donc Les Carnets d'Edi, ça parle de communication, on va vous en parler. Mais là, moi j'aimerais bien parler de Rafla Benarous, un parcours professionnel assez impressionnant, j'ai envie de te dire, Rafla, donc qui a démarré par différentes responsabilités. Tu as été immergé, en tout cas passionné par le monde de la politique et aujourd'hui tu reviens au monde de la communication. Donc Rafla, quel âge as-tu? D'où viens-tu? Quel est ton parcours personnel, professionnel? On veut tout savoir aujourd'hui. Alors d'accord, merci beaucoup pour cette présentation assez synthétique, Hanan. Bonjour à tous une nouvelle fois. Donc Rafla Benarous, rêveuse en chef et créatrice de l'agence de communication. Tu parles devant le micro. Les Carnets d'Edi. Voilà, je me rapproche du micro. Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, j'ai commencé mon parcours professionnel à l'Assemblée nationale. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai occupé des postes à responsabilité en tant que chef de cabinet dans une communauté d'agglomération. Et puis après, directrice de communication également dans une structure, une collectivité territoriale. Pour enfin arriver au Sénat. Voilà, donc un parcours ponctué par la passion du monde du droit législatif, finalement, du droit parlementaire, de la politique également. Alors, au Sénat, à l'Assemblée nationale, quel est ton rôle et avec qui travaillais-tu? Dans quel domaine étais-tu spécifiquement? Parce que la politique, c'était un monde large. Je ne crois pas que tu sois député ni sénateur, en tout cas pas encore. J'ai pas cette ambition. Ah, pas du tout. Moi si. Alors, explique-nous ce que tu faisais au Sénat, à l'Assemblée nationale. Avec qui travaillais-tu en réalité? Alors, j'ai commencé en fait un peu par hasard. J'ai commencé par un stage. Moi, je voulais travailler au Quai d'Orsay en tant que conseillère technique cadre d'Orient. Donc, je voulais me spécialiser toutes les questions en fait liées au Moyen-Orient, en fait, tout simplement. Et puis, c'est un peu par hasard qu'on m'a proposé un stage auprès d'un député qui aujourd'hui ne l'est plus. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 20 ans. D'accord. Voilà, donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. 20 ans et énormément d'idéaux, de valeurs bien accrochées. Et donc j'ai commencé à l'Assemblée nationale comme ça. Et j'ai été passionnée très très vite par ces questions qui impactent le quotidien en fait des concitoyens. J'ai été militante également très très vite. J'ai été élue également. Et puis au fur et à mesure, voilà, je me suis spécialisée dans toutes les questions liées aux affaires sociales. Alors tu étais élue dans quelle ville? Alors j'ai été élue dans les Yvelines. D'accord, voilà, en tant que conseillère municipale? En tant que conseillère municipale, c'était déjà beaucoup. Voilà, donc un investissement assez important au quotidien, déjà. Maintenant, je ne suis plus du tout. Donc j'ai choisi de changer de voie et de me consacrer à la communication publique et de créer également une agence qui propose une communication en 5 étoiles et qui s'appelle les Carnets d'Edi. D'accord. Alors avant de parler justement des carnets d'Edi, les carnets d'Edi, c'est une société qui va tourner autour du monde de la communication. Pourquoi avoir choisi ce domaine spécifiquement de la communication? Mais parce que tout simplement, c'est également par un heureux hasard, mais il n'y a jamais de hasard, on sait très bien, que petit à petit, j'ai été amenée à toujours communiquer plus quand on travaille avec des élus, quel que soit leur mandat. On rédige des discours, on s'occupe des relations publiques, de la communication publique, de la collectivité et de l'élu également. Donc il y a un côté un peu bicéphale.
Et au fur et à mesure, je me suis vraiment passionnée par ce monde du digital, de la communication, comment bien s'exprimer, qu'est-ce qu'il faut dire, ne pas dire, à qui le dire. Et tout ça, en fait, nécessite de penser les choses avec énormément de recul, de stratégie. On parle beaucoup de stratégie de communication. Alors c'est pas un mot qu'on utilise comme ça au hasard. Encore une fois, c'est un mot qui prend du sens, puisque la communication, c'est tout sauf du hasard. C'est quelque chose qui est réfléchi, qui doit être solidement charpenté. C'est une communication qui doit être vertueuse. Et voilà. Et j'ai rencontré des entrepreneurs. Et petit à petit, voilà comment j'ai choisi de prendre ce tournant de la communication publique et digitale. Alors, si je comprends bien, effectivement, après avoir justement accompagné ces hommes politiques, ces collectivités en réalité, donc tu as décidé d'agir de manière plus concrète, en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat, auprès de futurs chefs d'entreprise ou de chefs d'entreprise en poste, pour les aider justement à améliorer leur communication. Donc effectivement, en tant qu'ancienne créatrice d'entreprise et en tant que consultante également, parce que je fais du consulting pour aider au développement commercial. Une des difficultés les plus importantes pour le chef d'entreprise, c'est de savoir parler de lui. Voilà. Est-ce que justement, avec l'entrepreneur, cette étape-là est facile à passer, et qu'est-ce qui fait que cette étape aurait été la plus déterminante pour l'entrepreneur, pour le créateur d'entreprise? Alors effectivement, tu l'as assez justement dit. Mais moi je vais le reformuler différemment. Très bien. Et c'est l'objectif de la communication, reformuler une idée. La communication, c'est souvent l'enfant pauvre. Quand on est un entrepreneur, moi je m'adresse beaucoup aux petites et moyennes structures pour accompagner justement à une meilleure communication, ou à une communication, puisque parfois il n'y a rien d'existant. Et c'est de se dire, la communication, c'est un enfant pauvre. Pourquoi? Puisque soit en fait l'entrepreneur part d'un postulat qu'il n'a pas le temps de gérer ça, puisque c'est chronophage, ou alors il n'a pas le moyen. Ou alors il ne sait pas. Il n'a pas les moyens. Ou alors il ne sait pas, ou il s'en désintéresse, il sait que c'est important, mais il n'a pas le temps, il s'en désintéresse, il sait qu'il n'est pas spécialiste, puisque c'est quand même un métier, fondamentalement c'est une science, la communication, et il va décider, il a une prise de conscience, il va décider de déléguer ça, de travailler en collaboration, et il va prendre conscience qu'il a nécessairement besoin d'un accompagnement. Mais normalement, Rafla, j'ai envie de te dire, en tant que créateur d'entreprise, c'est quand même très simple de se présenter, de savoir présenter son projet. Pourquoi justement c'est si difficile? C'est pas si facile que ça. Voilà, c'est pas si facile. Donc c'est de la communication. Même quand on est dans la communication, communiquer pour les autres, c'est une chose, communiquer pour soi en est une autre. Ça nécessite, quand on est entrepreneur, il faut faire preuve d'énormément de résilience, de création. L'entrepreneur, généralement, quand il commence, et puis même quand il continue, il tâtonne, il est dans le noir. Au début, il sait jamais comment s'y prendre. Il a peur. Et parler de soi, ça nécessite de sortir de soi, ça nécessite de se mettre à nu, ça nécessite énormément de choses, et de se mettre en avant, de expliquer sa valeur, expliquer pourquoi lui, expliquer sa structure. Donc finalement, la communication, au-delà de chercher une notoriété, c'est chercher une explication. Comment s'expliquer, comment faire preuve de pédagogie pour rendre les choses plus simples et plus accessibles. Et ça, c'est pas facile du tout. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là que ce que je fais devient intéressant. C'est-à-dire qu'au-delà de rencontrer des entrepreneurs, je rencontre des personnes, des personnalités, des parcours de vie. Et ça, c'est bougrement passionnant. D'accord, donc et c'est de là en réalité que tu vas commencer à travailler avec eux, ce qu'on va appeler leur storytelling, justement, qui va parler de leur histoire, de leur faculté, de leur qualité. Et c'est justement ce storytelling dont on parle énormément qui va nous donner envie d'adhérer aux valeurs justement de la société X ou Y. Alors un storytelling, c'est quoi, Rafla? Storytelling, c'est comment on raconte son histoire. Voilà, en bon français. Puisque généralement en communication, on utilise beaucoup de termes anglais. Et moi, je m'applique à utiliser notre très belle langue française, parce que c'est important de bien maîtriser la langue française. Alors, storytelling, ça veut dire quoi, comme on dit en français? Raconte ton histoire. D'accord, voilà, tout simplement. Comment tu la racontes, comment tu l'expliques, comment tu la présentes. Et effectivement, la storytelling, c'est quelque chose qui est né aux États-Unis dans les années 90. Donc, c'est très anglo-saxon, le fait de parler de soi.
Voilà. Et généralement, en fait, la storytelling, elle part d'un élément perturbateur, de quelque chose, d'un bouleversement émotionnel, physique, un accident, une prise de conscience, un rêve. Moi, j'ai basé ma communication sur le rêve. Voilà. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors effectivement, les carnets d'Eddie, c'est votre communication en 5 étoiles. Et donc, nous sommes avec Rafla Benarous, donc la rêveuse en chef. On se retrouve donc, mon cher Medjed, juste après la publicité. Hanan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. France Maghreb 2. Par les femmes. Tous les dimanches, 16h, 18h. Sur France Maghreb 2. Nous sommes de retour, chers auditeurs, chères auditrices, donc avec cette émission où on parle d'entrepreneuriat au féminin. Et nous sommes donc avec Rafla Benarous des carnets d'Eddie. Rafla. Donc pour cette première partie d'entrevue, tu nous as parlé un petit peu de toi, du monde dans lequel tu as été, dans lequel tu as évolué professionnellement. Et j'aimerais revenir à des questions un petit peu plus personnelles, car tu as été très très vite, ma chère Rafla, sur ta propre présentation. Alors juste une question, comment est-ce que justement dans ton parcours professionnel, les hommes t'ont inspiré, j'ai envie de te dire? Merci pour cette question assez perspicace, Hanan. Alors effectivement, aujourd'hui on parle beaucoup d'entrepreneuriat au féminin et j'aime à parler de cette thématique puisqu'elle est importante quand on est une jeune femme. C'est une thématique qui est dans l'air du temps et effectivement on ne parle pas forcément assez de ces hommes qui sont dans notre galaxie et qui peuvent nous soutenir et qui nous ont fait. Et c'est mon cas, puisque j'ai eu un père autodidacte qui a très très vite donné une éducation très solide et une importance à la culture générale avec un grand C à ses filles, puisqu'on est 3 filles et un petit garçon. D'accord. Voilà. Félicitations à Monsieur Benarous. Et j'ai également eu un grand-père, Eddie, donc l'entreprise porte son nom, qui a été... la première personne, le premier Benarous à venir en France, à travailler, quelqu'un qui a fait énormément de sacrifices, quelqu'un de très authentique, et qui ont toujours eu en point de fuite, en perspective dans leur vie, des valeurs très très accrochées. Donc 2 hommes. Et puis aujourd'hui, ma moitié également, qui grâce à elle, donc qui est là aujourd'hui avec nous dans les studios, m'a poussée, parce qu'il y a un moment, je tâtonnais et m'a dit, bon maintenant ça suffit, t'arrêtes tes bêtises. Il faut confronter ton rêve à la réalité et puis il faut te lancer. Donc il m'a fait la courte échelle. D'accord. Et puis maintenant je suis lancée. Donc 3 hommes qui sont importants dans ma construction personnelle, ce qui n'enlève pas l'indépendance de la pensée, le caractère, la liberté de création, etc. Effectivement, ce caractère-là, il trouve une source. Et je viens de vous l'expliquer. Voilà. Écoute, on te remercie infiniment. Donc les carnets d'Eddie, donc cette entreprise de communication, donc qui porte le nom de ton grand-père. Donc ça veut déjà tout dire. Donc l'importance que tu accordes à la famille, l'importance que tu accordes aux personnes qui t'ont accompagné. Donc Monsieur Eddie. Donc peut-être nous dire juste un petit mot sur Eddie. Pourquoi est-ce que tu as choisi justement que cette entreprise porte son nom? Brièvement, pour revenir sur la naissance de ces carnets, c'est né d'un rêve en fait que j'ai fait, où je me voyais réussir véritablement dans le monde de la communication digitale et plus largement dans le monde de la communication, l'accompagnement des entrepreneurs. Et très vite s'est posé la question du nom qu'il fallait donner en fait à ce rêve. À cette concrétisation. Et les carnets, tout simplement, parce qu'effectivement, né dans une famille où on est tous universitaires, où on a un papa qui aimait l'histoire, la politique, la lecture, les carnets, c'est pour rendre hommage en fait à cette éducation riche et gourmande. Et aussi, carnet d'adresses, puisque dans ma galaxie, il y a des personnes avec qui je collabore, avec qui j'aime partager des compétences et créer des ponts. Et Eddie,
tout simplement puisque c'est certainement la personne la plus importante dans mon histoire. Voilà. Et j'ai voulu lui rendre cet hommage. Donc il n'est plus là aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il est parti. Mais j'ai voulu transformer cette disparition en quelque chose d'étincelant, de positif, de rêveur. Voilà. Bon, tu nous as donné des frissons, ma chère Rafla, totalement touchée par ce que tu viens de nous dire. Donc effectivement, l'univers de Rafla Benarous, l'univers des carnets d'Eddie. Donc ils sont effectivement nés de ce rêve. Et tu nous invites à partager ton univers atypique et chaleureux, qui est fait de la planète Eddie et qui est en réalité un havre d'authenticité. Donc je suis actuellement sur ton site internet. Donc j'invite nos auditeurs et nos auditrices justement à aller visiter cette belle page. Donc www.lescarnetsdeddy.com. Donc Eddie avec un H, pardon, H-E-D-I, www.lescarnetsdeddy.com. Alors aujourd'hui, on va parler de communication. Qu'est-ce que tu apportes à tes clients par cette entreprise, tout simplement? Eh bien, écoute, Hanan, les carnets d'Eddie proposent donc effectivement une communication en 5 étoiles. Donc c'est une communication en fait qui propose une communication globale aux entrepreneurs, donc qui va de l'auto-entrepreneur à la micro, à la petite et moyenne structure. C'est un choix, donc il fallait choisir une cible. Et j'ai nullement ni l'ambition ni la vocation à travailler avec de très très grosses structures. Et moi vraiment ce qui m'intéresse c'est l'infiniment petit. Alors voilà. Pourquoi l'infiniment petit? Est-ce que ça te permet justement d'être au plus près du projet de création d'entreprise, d'y apporter peut-être ton inspiration, chose que tu ne pourrais pas faire justement avec des grands groupes? Peut-être, je ne sais pas. Mais parce qu'il y a une relation de proximité. Il y a une relation de proximité avec le chef d'entreprise. Il y a une relation humaine qui se crée. Et c'est très authentique. Et moi, les clients que j'ai aujourd'hui, c'est des bonheurs. Et d'ailleurs que je salue. C'est des bonheurs au quotidien. C'est des personnes que j'aime accompagner. Et au-delà de la collaboration qui se tisse, c'est des chemins qui se croisent. Voilà, donc pourquoi j'ai choisi de tabler sur l'infiniment petit, puisque généralement, c'est là que tout commence et que tout doit s'élever. Voilà. Elle est exceptionnelle, cette Rafla, elle arrête pas de me donner des frissons. Ouh là là. Non mais c'est vrai, en termes de mots choisis et tout ça, vraiment, enfin après c'est peut-être l'univers de la communication et de l'entrepreneuriat. C'est sa petite larme, qui m'inspire, mais non, c'est en termes de mots, de ce qui est choisi. Alors moi, pourquoi ça me touche, ma chère Rafla? C'est parce que effectivement accompagner les personnes qui en ont le plus besoin, je suppose que toi comme moi c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc vous avez des sociétés de communication justement pour les PME, pour les grands groupes que les sociétés peuvent justement payer un certain budget, et à côté de ça on a tout un pan de la société, donc notamment ces femmes entrepreneuses qui ont ces difficultés justement à savoir comment communiquer, et je trouve ça vraiment touchant que toi, avec le bagage que tu as, qui est quand même un bagage plus qu'important, un bagage scolaire, un bagage professionnel, tu as accompagné des députés, tu as travaillé auprès du Sénat, donc plutôt dans un univers où pour ces personnalités-là, c'est pas très difficile de trouver de l'aide parce qu'il y a de l'argent, et le fait que tu choisisses d'accompagner cet infiniment petit, comme tu l'appelles, c'est extrêmement touchant. Alors ces entrepreneurs que tu accompagnes, comment est-ce qu'ils viennent à toi? Comment est-ce qu'ils te trouvent? Et surtout, pourquoi toi tu les choisis? Alors, les carnets d'Eddie vont fêter leur 1 an le 25 février. Et en 1 an, il y a eu des clients. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille, puisque au-delà de l'affection et de l'amitié que les gens peuvent me porter autour de moi, ils savent ce que représente ce projet pour moi, et le bouche à oreille a énormément fonctionné. Donc aujourd'hui, je constitue mon carnet de clientèle de façon assez réussie finalement, et j'en suis très contente. Mais il y a aussi les réseaux sociaux, puisque les carnets d'Eddie sont assez présents sur Facebook, Instagram, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Mais je choisis également mes clients. C'est-à-dire que c'est
pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des rencontres. Et quand on est entrepreneur, et quand on dit choisir ses clients, c'est que c'est une relation qui se fait à deux. C'est une collaboration qui se fait à deux, qui se veut à deux. Alors, en termes d'activité, qu'est-ce que tu vas proposer de manière très concrète à tes clients? Voilà. Alors, justement, cette proposition de communication globale, donc la stratégie de marque, comment on commence, comment on crée une marque, comment on va lui donner une visibilité, comment on va l'asseoir. Donc, tu les accompagnes dès le tout démarrage en réalité. Exactement, c'est ce qu'on appelle la stratégie de marque. Ensuite vient la partie print. Je sais pas, par exemple, le print, ça va être l'affiche, ça va être la carte de visite, ça va être le flyer, ça va être tous ces supports de communication. Ça va être le logo. Exactement. Ça va être l'identité visuelle en réalité de la marque. Exactement. Ensuite, il va y avoir la création de site internet avec toute la partie du référencement. Ça, c'est très très important. Ensuite, il va y avoir la partie du community manager, en fait, comment on gère ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer des réseaux sociaux et quand c'est bien utilisé, c'est prodigieux. Tout à fait. Les relations presse, donc pour terminer en beauté, et parce qu'on souhaite donner une large visibilité à nos entrepreneurs. Voilà, donc une communication en 5 étoiles avec de la cohérence, de la vertu et de la bienveillance. Alors aujourd'hui, effectivement, on peut dire de Rafla Benarous qu'elle est une rêveuse en chef. Moi, j'ai même l'impression en réalité que tu es une directrice artistique de marque qui va faire en sorte justement de valoriser cette entreprise en termes d'image, en termes de communication. Avec quel type de partenaire justement toi tu travailles ? Eh bien, j'ai des partenaires, donc j'ai une photographe. D'accord. Qui est avec moi. Qui s'appelle ? Françoise Deleuil. Bonjour Françoise. Qui est ma meilleure amie, qui a également créé une société qui s'appelle Le Sourire de l'œil. J'ai également une vidéaste, donc Clémence Bertonnet, qui m'écoute peut-être également. Voilà, donc j'ai des personnes qui autour de moi travaillent sur des thématiques bien précises quand il y a des demandes. Donc une équipe soudée sur laquelle on peut compter et que toi tu dirige d'une main de fée, je crois. Alors, je dirige et je crée également. D'accord. Voilà. Tu crées également. Et je crée également. Voilà. Donc tu es créative. Oui, je suis créative. Voilà. Bien. Et cette structure me le permet. Bon, c'est une très bonne chose. Donc, ma chère Rafla, justement, nous allons parler d'entrepreneuriat au féminin et nous allons lancer donc un reportage de quelques minutes sur l'entrepreneuriat au féminin. On écoute, ça va être à toi ma chérie. Créer son entreprise en tant que femme, c'est possible. En France, seuls 30% des entreprises sont créées par des femmes et parmi elles, on observe que ces entreprises sont plus petites, le plus souvent tournées vers le secteur des services avec moins d'ambition de croissance. Or, comme l'essor économique d'un pays ne peut se faire sans création d'entreprise, plus de création féminine entraînerait de formidables perspectives de développement et favoriserait l'égalité professionnelle homme-femme. Alors, quels sont les freins qui limitent l'entrepreneuriat des femmes ? Tout d'abord, les futures créatrices souffrent souvent du syndrome de la bonne élève, repoussant toujours la date de création en attendant d'avoir le business plan parfait. Le second frein concerne la maternité, que de nombreuses femmes considèrent comme incompatible avec la création d'entreprise. Afin de lutter contre ces freins, 2 leviers ont été identifiés par la recherche. La sensibilisation pour créer l'envie et désamorcer les craintes et l'accompagnement tout au long du processus de création. Pour chacun de ces 2 leviers, il est essentiel de s'adapter à la diversité des profils que l'on peut regrouper en 4 grandes catégories. Tout d'abord, le profil cérébral. C'est le cas de Valentine. Elle a créé une entreprise avec son conjoint dans le domaine du sport. Elle y croit, mais reste dans le doute. Comme elle a besoin d'être rassurée, des temps collectifs et présentiels, mixtes ou entre femmes, ainsi que du coaching et du mentorat seront particulièrement efficaces. Le profil équilibré. Comme Eléa, qui a créé une entreprise de service après quelques années de salariat pour mieux équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle. Ainsi, elle aura surtout besoin de contact avec des experts métiers et d'échanger avec ses pairs pour partager ses problèmes et ses solutions. Le profil viscéral. Ce sont des femmes comme Nora, autodidacte et serial entrepreneur.
Pour elle, le plus pertinent sera des formations courtes et directement actionnables, ainsi que des moments d'échange avec des mentors expérimentés. Enfin, le profil déclenché, comme Cyrielle, qui s'est redirigée vers l'entrepreneuriat comme reconversion après un licenciement difficile. Elle aura besoin d'être formée à la gestion, qui lui est étrangère, ainsi que du coaching pour lui permettre de retrouver confiance en ses capacités. Grâce à la mise en place de l'ensemble de ces leviers, on observe depuis quelques années des signaux encourageants. Alors, si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à contacter une structure d'accompagnement proche de vous et qui saura vous accompagner de manière personnalisée. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa... Donc on remercie Pépite France donc pour ce reportage de l'entrepreneuriat au féminin. Donc Pépite France qui est le premier réseau d'entrepreneurs étudiants, chers auditeurs, chères auditrices. Et donc nous sommes de retour avec Rafla Benarous et à mes côtés tout de suite maintenant notre chère Hesna Chaouki, donc créatrice d'entreprise de la plateforme Etikev. Hesna Chaouki, bonjour. Bonjour. Bonjour Hesna, Bonjour, et soit donc la bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2. Merci infiniment. Ça fait un petit moment qu'on t'attendait. Oui. Oui, ça a été difficile de te faire venir. Je suis un peu timide. Un petit peu timide. Alors Hesna Chaouki, pour vous présenter, c'est la lumière de notre réseau Facebook. Mais vraiment, vraiment, j'espère qu'on a énormément des personnes qui te suivent, qui nous écoutent. Oui. Hesna, c'est un franc-parler. Voilà, c'est une personne qui a beaucoup de franc-parler, énormément suivie sur les réseaux et appréciée justement pour sa qualité de communication. Donc qu'est-ce qui fait la différence de Hesna par rapport à d'autres profils? C'est qu'elle sait être proche des gens. Voilà, c'est vraiment ce que te différencie, c'est que tu prends le temps pour les gens, donc de répondre à chaque commentaire, de diffuser des informations, de corriger des fake news aussi. Voilà, c'est des choses que tu fais beaucoup. Donc on est vraiment ravis, on est honorés que tu sois avec nous, ma chère Hesna Chaouki. Alors merci Hesna, beaucoup. Est-ce que tu peux... C'est vous qui me rendez cet honneur. C'est un honneur pour moi. Hesna, est-ce que tu peux te présenter tout simplement à nous? Voilà, ton parcours professionnel, personnel. Et qu'est-ce qui t'a emmené justement à créer cette plateforme qui fait énormément de bruit et qui s'appelle Etikev? Très bien. Bonjour à tous. Bonjour France Maghreb 2. Bonjour à tous nos auditeurs. Merci infiniment de m'avoir invité, de m'avoir offert cette opportunité de m'exprimer. Alors voilà, Hesna Chaouki, française d'origine marocaine. Dans 3 semaines, j'aurai 38 ans. Félicitations. Merci, je suis cristolienne, habitante de Créteil. D'accord, oui, c'est cristolienne. C'est joli. J'ai bloqué, je me suis dit, elle vient du sud, je ne le savais pas, elle vient des montagnes. Voilà, on les appelle comme ça. Donc Créteil, le 94. Voilà. Du coup, alors aujourd'hui, je suis porteur de projet. Entrepreneur au féminin. Avant, j'ai été salariée. J'ai 12 ans d'expérience dans le monde de la banque et de la finance, dont 10 ans dans une grande banque nationale en France. J'ai plutôt un parcours universitaire. Je m'étais spécialisée dans l'économie et la gestion, même exactement l'économie et gestion d'entreprise, économie industrielle et gestion d'entreprise, à la faculté d'Assas, puis ensuite à Lille. Ça va, c'était pas trop dur à Assas? Ce qui paraît, c'est difficile. Il y avait des maths partout. D'accord. En long, en large, je parlais pas vraiment de ça, mais bon. Voilà. Il y a des mathématiques. Rafla, t'as compris de quoi je parlais? Moi, pas du tout. Ah, mais à Assas, c'est très difficile. Apparemment, il y a que des gens de droite là-bas. Ouais, mais ça va. Ça va? Ils étaient sympas avec toi? Il y a 15 ans maintenant. D'accord. Je suis vieille. Hein. Oui. Les choses ont changé, Hanan, pas de polémique. C'est vrai. On aime bien les polémiques, sur France Maghreb 2. Et du coup, pour faire brièvement, j'ai opté pour un master en marketing des services de la banque et de l'assurance. Et puis donc, j'ai été chercher mon expérience professionnelle dans le monde de la banque. J'étais chargée d'affaires. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie
quand je conseillais mes clients professionnels et entrepreneurs. C'est ce qui m'a donné envie de créer ma propre entreprise. D'accord. Donc Voilà. le déclic, Voilà, la storytelling dont on parlait, ça vient du fait qu'effectivement, en tant que conseillère, conseillère d'entreprise, tout simplement, tu as toi-même conseillé des entrepreneurs et futurs entrepreneurs, et de là est né Etikev. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai été quand même me spécialiser en finance participative et islamique à Dauphine. D'accord. Voilà, pour ma culture générale. Et puis, mais de toute façon, je savais que je voulais créer mon entreprise. D'ailleurs, j'ai 2 projets en parallèle. Donc, par rapport au reportage qu'on vient d'écouter, je pense que j'ai le profil viscéral. C'est ça, hein. Serial entrepreneur. Serial entrepreneur, voilà. Oui, effectivement. Le cerveau est en ébullition et des fois, il faut le calmer un petit peu. Alors, effectivement, Hesna, elle a un autre projet. On va en parler vraiment très, très rapidement. Allez. Donc, ça s'appelle Hesna Sedinzain. Voilà, peut-être en quelques mots, nous en parler. C'est un site de e-commerce. D'accord. C'est une boutique en ligne de vente de photos, de tableaux photographiques avec une touche orientale, art islamique, voilà. Voilà. Donc si vous voulez décorer votre appartement, vos bureaux, votre boutique, etc. Donc on va sur la page de Hesna Sedinzain. Voilà. Donc après justement ce parcours d'entrepreneur où justement tu étais dans le secteur de la banque, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu étais à l'aise justement dans ce secteur de la banque et qu'est-ce qui t'a emmené à le quitter en réalité ? La lassitude. La lassitude, oui, voilà. Au bout de 15 ans, je comprends. 12 ans. 12 ans. Voilà. La lassitude, besoin d'avoir un épanouissement professionnel et personnel, j'allais dire des difficultés, non pas des difficultés, mais à un moment donné on se sent un petit peu oppressé. Oui. Quand on n'utilise pas pleinement, on va dire ses compétences et surtout sa créativité. D'accord. Eh bien, on se sent à l'étroit. Je comprends très très bien. Donc tu avais besoin d'un petit peu plus de liberté. Voilà. D'accord. Et donc, on sort du moule. Et quand on rentre plus dans le moule, il faut savoir sortir et aller faire son propre chemin, construire son propre nid. Et moi, j'ai trouvé ma voie, c'est l'entrepreneuriat. Oui, on n'en a aucun doute. Alors, Hesna, qu'est-ce qui s'est passé justement en 2013 et qui a fait que Etikev, aujourd'hui, on en entend parler ? Alors, je suis partie faire ma Umrah. Et pour la petite histoire, j'allais pas du tout faire une Umrah au départ. C'est quand je suis revenue de cette Umrah que est née l'idée d'Etikev. Mais avant, juste pour la petite histoire, moi j'avais l'habitude avec ma sœur et mon père, chaque année, d'organiser un voyage, de voyager, de choisir un pays, de construire mon circuit. Et je feuilletais les catalogues de voyage et j'hésitais entre Cuba et le Mexique. Rien à voir avec la Mecque, mais rien à voir. Et du coup, tout d'un coup, je sais pas, j'ai eu l'idée comme ça, je me suis dit, mais attends, et si on allait faire une Umrah en mode visite culturelle, en mode recueillement, pour tester, pour préparer le terrain, pour mon père qui n'avait pas encore fait son Hajj. D'accord. Pour qu'il fasse son pèlerinage. Et du coup là-bas, donc ça s'est très bien passé. J'ai fait cette Umrah. Et durant cette Umrah, j'ai découvert que les prédicateurs, les imams faisaient des conférences sur l'islam, sur la religion, au sein de leur mosquée ou dans des salons, etc., dans des ateliers. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et quand je suis retournée en France, j'ai commencé à chercher où avaient lieu ces conférences. Et je trouvais pas. Oui. Je trouvais pas, je regardais sur internet, soit il fallait aller sur les sites des mosquées, soit il fallait regarder sur quelques annuaires faits par la communauté, mais c'était pas encore ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait bien d'avoir une centralisation et une diffusion de ces annonces. De conférences qui sont organisées pour pouvoir y participer. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien que ça s'élargisse aussi sur tous les domaines de cette communauté musulmane.
Et après, je me suis dit, mais tiens, il n'y a pas que la communauté musulmane qui serait intéressante intéressée, voilà, sur cette idée de plateforme, de centralisation d'événements. Je me suis dit, tout ce qui concerne l'éthique, au fait. D'accord. Alors, juste peut-être en 2 ou 3 phrases, est-ce que tu peux nous résumer Éthique Eve, voilà, qu'on comprenne bien de quoi on parle et à qui ça s'adresse? Alors voilà, justement est née cette idée de plateforme. Donc Éthique Eve, tout simplement, c'est une plateforme gratuite d'annonces d'événements éthiques. Et par éthique, on entend par là tout ce qui va dans le sens de l'éthique musulmane. D'accord. Et comme finalement, l'éthique musulmane, c'est tout ce qui va dans le bon sens, du coup, Éthique Eve est ouvert à tout événement chargé de bon sens, tout simplement. Et quand on dit bon sens, on parle d'amélioration de soi, de sa condition physique, de son esprit, de son âme, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est lié, mais pas que, tout ce qui est lié au bio, à l'écologie, au développement durable, au social, à l'entraide, à l'humanitaire, à la création d'entreprises. Voilà. Tout ça, vous avez un atelier sur l'écologie dans votre quartier, hop, vous l'annoncez sur Éthique Eve. Génial. On a une émission par les femmes à 16h10 tous les dimanches, allez boum, on l'annonce sur Éthique Eve. Vous la mettez sur Éthique Eve. Vous avez une vente privée de vos produits bio à base de miel, pour votre corps, hop, vous la mettez sur Éthique Eve. Vous organisez un salon entre femmes, vous la mettez sur Éthique Eve. Donc c'est non seulement adressé à la communauté musulmane, parce qu'il y a des rubriques, des catégories dédiées, par exemple, au Coran, quand est-ce qu'ont lieu les dates d'inscription au Coran, mais aussi à toutes les autres communautés, au fait, tout ce qui va dans le bon sens. Donc tout ce qui nous fait du bien au corps, à l'être, à l'esprit. Exactement. Est-ce que demain après-demain, je décide d'aller à un événement un petit peu festif, parce qu'on peut aussi avoir ce type d'événement, que je veux emmener mes parents avec moi. Est-ce qu'il leur sera servi de la boisson alcoolisée ou pas? Alors voilà, justement, si on veut aller dans le sens de l'éthique musulmane sur Éthique Eve, ça va être limité. Les événements vont être limités à interdiction de publier des annonces qui tournent autour de l'alcool. Je m'explique. On a un salon bio. Un salon bio, il y a aussi le vin bio. C'est une bonne chose pour certaines personnes. Selon l'éthique musulmane et selon le cadre d'Éthique Eve, non. On ne pourra pas publier tout ce qui est événement autour de l'alcool. Pareil, entre naturistes, nudistes, parce que ça porte atteinte à la pudeur. Pareil, tout ce qui concerne les jeux de hasard, les tournois de poker, etc. Pour l'éthique musulmane. On a quelques restrictions, mais en réalité, pas tant que ça. C'est ce que je vais retenir. Voilà. Donc, ma chère Hesna, on va se retrouver donc juste après l'intervention de Rafla Benarous, donc Rafla décarnée d'Edi, qui va justement nous parler de la communication sur les réseaux sociaux, juste après la publicité. Par les femmes. Sur France Maghreb 2. Tous les dimanches de 16h à 18h. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Par les femmes. Sur France Maghreb 2. Tous les dimanches de 16h à 18h. Nous sommes de retour donc avec Rafla Benarous et nous allons parler de Fallait me dire que tu changé de micro. Communication sur les réseaux sociaux. C'est bon ? Oui, c'est bon. D'accord, donc nous sommes de retour avec Rafla Benarous et nous allons parler de communication sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît, Rafla ? Alors merci Hanan de me donner à nouveau la parole. Alors effectivement, les réseaux sociaux, on en parle énormément. Les réseaux sociaux, en fait, sont une spécificité de ce qu'on appelle le web 2.0. Et le web 2.0, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas véritablement ce que c'est. Le web 2.0, c'est un web qui est participatif, qui se veut simple et interactif. Et il a une particularité, c'est qu'il est animé, il est nourri quotidiennement et mondialement par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Et quand on parle de réseaux sociaux, en première ligne, on pense à Facebook. En deuxième position, on peut penser à Twitter. On pense maintenant de plus en plus à Instagram. Ce sont des plateformes d'interaction, ce sont des plateformes d'échange. Et aujourd'hui, quand on est entrepreneur ou porteur de projet, ou tout simplement un innovant, ce sont des personnes qui
créer une valeur autour d'un besoin, d'un service. Les réseaux sociaux sont inévitables. Mais les réseaux sociaux, en fait, nécessitent un minimum de savoir-faire et beaucoup de temps et une véritable stratégie digitale. Alors, une stratégie digitale, justement, c'est quoi, Rafla? Moi qui gère une page Facebook, mais pas qu'une, donc je balance des statuts à mon bon vouloir, selon ce que je vais trouver, soit sur la presse, soit sur les murs d'autres personnes. Est-ce que c'est suffisant et est-ce que ça apporte des résultats de gérer ces réseaux comme ça? Alors, on va parler tout de suite de résultats puisque généralement, en fait, on est dans un monde de l'immédiat, de la spontanéité et on imagine en fait que un réseau social, le résultat par le réseau social, en l'exploitant correctement, va venir tout de suite, va être spontané et va être immédiat. Or, c'est faux puisque le réseau social, en fait, s'il est bien maîtrisé, ne porte ses fruits qu'à moyen terme. Donc ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'énergie et ça demande beaucoup de constance au quotidien. Alors je parle de quotidien. Quand je parle de quotidien, ça ne veut pas dire qu'il faut publier tous les jours. Ça veut dire qu'il faut d'abord faire une veille. Ça veut dire qu'il faut également définir qui est la cible que l'on veut toucher, donc sa communauté, ses abonnés, ses followers. Il y a énormément de mots pour définir tout ça. Et ensuite, définir, une fois qu'on a fait de la veille et défini sa cible, je vais dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut publier? Forcément, donc, il y a une idée de pertinence. Et le contenu, aussi bien visuel que vidéo, que le partage d'articles, de blogs, de sites internet, devient très, très, très important. Et quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est un entrepreneur, Hamacha Hanen, oui, on n'est pas un magicien. L'entrepreneur est tout sauf un magicien, il est acrobate, il est funambule, il est créateur, il est innovant, mais il est tout sauf magicien. Aussi. Voilà. Il est secrétaire, il gère toute la partie administrative, il peut être également créateur de saveurs, il peut être cuisinier, il peut être serveur, il est tout, mais il n'est pas forcément communicant. Et donc, la communicante que je suis, avec les carnets dédiés, on est là juste pour apporter une expertise en toute bienveillance, dans la collaboration et la vertu. Très bien, donc nous sommes avec donc Hesna Chawki, de la plateforme Etikev, qui va justement bénéficier de ton diagnostic communication sur les réseaux sociaux. Donc ma chère Rafla, tu as étudié les réseaux sociaux de Hesna. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors déjà, coucou Hesna. Coucou Rafla. Voilà, donc merci de m'accorder ta confiance. Et moi, merci de me réaliser ce diagnostic. Voilà, donc la première des questions que je me suis posée, c'est est-ce que toi, en tant que porteuse de projet, en tant que entrepreneur en herbe, est-ce que tu bénéficies déjà d'un accompagnement? Alors oui, d'ailleurs, je tiens à lui rendre hommage. Je bénéficie de conseils de monsieur Abdelbasset Zitouni, qui est le président de l'association Ange, l'association nationale pour les jeunes entrepreneurs. Et donc je bénéficie énormément de ses conseils. C'est un peu mon coach en entrepreneuriat. D'accord. Bon, très joli hommage. Bravo à toi pour t'être lancé dans cette aventure. Merci beaucoup. Donc, le dimanche matin, il y en a qui travaillent. Quand on est entrepreneur, en fait, on travaille tout le temps. Tout le temps. Et surtout quand on aime ses clients, quand on croit en son projet et quand on est toujours en quête de sens. Voilà. Donc, alors, Hesna a effectivement lancé une plateforme avec une très grande ambition, avec une dimension éthique et puis moi j'ai envie de rajouter solidaire, parce qu'il y a énormément de solidarité dans ce que tu veux créer, dans ce que tu mets en place. Tu ne le dis pas assez et il est important, et moi je te le dis en tant que communicante, de le dire et pourquoi pas de le souligner pour l'avenir. Voilà. Donc Hesna, avec Ethic Event, on a regardé un peu ce qui se passait. Et ce qu'il faut retenir et les préconisations qu'on peut donner à notre chère porteuse de projet, c'est de travailler dans une première partie ta storytelling.
D'accord. Et dans une deuxième partie... Je suis toute oui. Bon, ça va, elle a dit oui. Et dans la deuxième partie, c'est de travailler énormément son identité visuelle. Très bien. Voilà. Donc, pourquoi je te parle de storytelling ? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'incontournable quand on crée son entreprise. Créer son entreprise, c'est très, très à la mode. Il y a énormément de créations, énormément de structures. Quand on est une femme, c'est pas non plus très, très facile de se mettre en avant, mais il faut attirer les prospects, il faut attirer la lumière sur soi. Et pour ça, il faut raconter son histoire personnelle ou l'histoire de son projet, de son bébé, puisque quand on est entrepreneur, on donne naissance à une structure. Et ta storytelling, il faut que tu lui donnes une structure narrative, comme un conte finalement, ou un récit qui va venir susciter des émotions, qui va venir titiller la sensibilité de celui ou celle qui va te suivre et va te lire, et tu vas susciter de l'empathie. Alors Rafla, justement, une petite réflexion. Moi, j'ai lu justement les à propos de la page de Hesna et Tikev. Donc c'est vrai que les choses sont très bien expliquées. On n'est pas effectivement dans le relationnel intime avec le visiteur ou la personne qui suit le compte. Hesna, est-ce que ça a été difficile pour toi d'écrire cette histoire, et pourquoi justement tu nous as pas parlé du pourquoi et de cette histoire fantastique de la création de Etikev? C'est difficile pour un créateur d'entreprise comme toi de parler de soi. J'aimerais vraiment qu'on insiste là-dessus. De soi, oui. C'est quand même difficile. J'ai plutôt expliqué pourquoi est venue l'idée d'Etikev. Oui. J'ai même écrit comment est née l'idée d'Etikev. D'accord. J'ai même pas dit comment m'est venue l'idée ou comment est née l'idée d'Etikev pour raconter comment m'est venue l'idée en réalité. Mais parce que l'idée, c'est moi Hesna qui l'ai eu, mais j'ai pas dit Hesna à l'idée. C'est vrai que c'est difficile de parler de soi. C'est très difficile, Rafla, de parler de soi. Donc peut-être nous donner des conseils aux auditeurs qui nous écoutent sur quelle est la méthodologie pour parler de soi. Personnellement, j'ai essayé de parler de moi sur ma page Facebook. On parle de réseaux sociaux. J'y suis pas arrivée, et par contre on m'a demandé d'écrire la storytelling d'une autre personne, et là c'était tout de suite. Pourquoi c'est si difficile, Rafla ? Puisque ça nécessite une introspection. L'entrepreneur est quelqu'un qui doit faire preuve énormément de résilience et de remise en question quotidienne. Et l'entrepreneur est générateur de progrès, puisque justement il doute tout le temps. Et quand on est dans le doute, écrire sur soi, mince, alors les questions métaphysiques, le pourquoi du comment, ça devient très très compliqué au quotidien. On est pratiquement dans de la psychologie, de l'auto-psychologie, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. La fameuse confiance en soi. Exactement, la confiance en soi. Mais déjà, commencer par quelque chose de tout à fait très très simple, c'est pourquoi. Parce qu'on parlait de quête de sens. Moi, quand j'ai créé mon agence, je suis en quête de sens, j'ai voulu créer ma valeur. Tu l'as dit tout à l'heure, le sens. Et déjà répondre à cette question, pourquoi ? Toute simple. D'accord. Voilà. Mais c'est peut-être la plus difficile parce que c'est là que tout commence. D'accord. Donc commencer par cette question, pourquoi ? Pourquoi j'ai voulu créer ? Et ensuite, qu'on a réussi à mettre des mots sur ce pourquoi, on a déjà fait énormément. Alors, ça peut paraître complètement... bizarre, oui, ça a l'air simple de raconter ça, mais c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas simple du tout. Ça a l'air, mais ça l'est pas. Voilà. C'est pas simple du tout, puisque ça nécessite énormément de remise en question. Si on n'y arrive pas, ma chère Rafla, est-ce qu'on fait appel à des personnes comme toi ? Effectivement. Pour écrire un storytelling de 10, 15, 20, 30 lignes, j'en sais rien en fait. Alors, le storytelling s'écrit, mais aussi il se compose. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans un monde du visuel, on peut choisir de l'écrire. Moi, j'aime énormément l'écrit, puisque quand on fait de la communication, quand on est entrepreneur, il faut choisir les bons mots. Et on doit choisir tellement les bons mots, les bons éléments de langage qui doivent apparaître sur le site internet, qui doivent apparaître sur le blog, etc. Les mêmes mots vont générer un référencement.
D'accord. Un bon référencement, si vous êtes bien référencé dans votre activité, va attirer votre cible. Et c'est pour ça que je dis que la communication digitale, avant d'être digitale, elle est écrite. D'accord. Et cette storytelling va mettre en scène en fait votre pourquoi. Mais vous pouvez le mettre en scène à l'écrit, comme en photo, comme dans des vidéos. Moi j'ai fait les deux par exemple. Oui. Et quand on est entrepreneur, il ne faut pas hésiter à demander une aide et à dire voilà, la personne a une expertise et aller chercher cette expertise. Sortir de son cadre et aller chercher ce qu'il faut pour justement pouvoir faire immerger ce pourquoi. Alors, le premier conseil donc, que tu donnes à Hesna Chawki, donc créatrice de la plateforme Etikev, c'est en réalité de retravailler sur son storytelling, d'y apporter de l'émotion, le pourquoi. Voilà, le pourquoi de cette création de plateforme. Hesna, tu es prête à réécrire ton storytelling? C'est noté, je suis prête. 1, 2, 3, go. Alors demain, on veut... Elle a dit 1, 2, 3, go. Hein. Moi, demain, je consulte ta page Facebook. Voilà, oui. Demain, on consulte la page Facebook de Hesna. Faut battre le fer tant qu'il est chaud. Exactement. Ça met plusieurs jours à s'écrire en réalité un storytelling. On le lit, on revient dessus, exactement. On le fait lire. Exactement. La storytelling, effectivement, on parle de 10, 15, 20 lignes, 30 lignes, mais il faut revenir assez souvent dessus. Ça nécessite énormément il faut laisser mûrir en fait ce pourquoi, ces lignes de figer sur le papier et ne pas se précipiter. Pour arriver peut-être à ces 15-30 lignes, Rafla, peut-être qu'il faut écrire 3-4 pages et pas hésiter en réalité à se livrer à soi-même. À soi-même, et surtout la personne qui accompagne l'entrepreneur, si l'entrepreneur ou l'entrepreneuse choisit de se faire accompagner, doit poser aussi les bonnes questions. Voilà, il y a tout un accompagnement. C'est presque, il y a un peu de psychologie, mais il y a aussi du développement personnel. Il y a énormément d'écoute attentive que le conseiller doit apporter à l'entrepreneur. Et ce que j'ai peut-être oublié de dire sur la storytelling, c'est que au-delà de susciter l'empathie, la storytelling, c'est une histoire qui est mise en scène. C'est un discours narratif qu'on choisit de rendre plus sexy finalement. Et il est porteur de valeurs. Aujourd'hui, quand on crée une entreprise, vous regardez les plus grandes startups, elles parlent de valeurs. Et quand on parle d'éléments de langage, du choix des mots qu'on va mettre dans sa storytelling, c'est ce qui va conditionner vos services, ce que vous allez proposer. C'est ce qui va conditionner votre cible. C'est ce qui va attirer vers vous la lumière. Et c'est pour ça que c'est très très important. Quand on est entrepreneur, la communication, en fait, il n'y a rien à négliger. Véritablement rien à négliger. On ne peut pas faire les choses parce qu'on pense savoir les faire. C'est très très important. Et aujourd'hui, un entrepreneur, il doit déjà sans cesse se remettre en question. En plus, il doit sans cesse se renouveler, trouver de nouvelles idées, trouver de nouveaux collaborateurs, trouver de nouvelles collaborations, toujours moins cher, toujours mieux. Mais il faut que ça soit déjà bien assis dans sa tête. Il faut que les fondations, en réalité, de la maison soient stables et construites avant justement de monter le premier, deuxième et troisième étage. Voilà. Donc si je comprends bien, la fondation, c'est la storytelling. Donc passons peut-être au premier étage de la maison de Hesna Chawki qui s'appelle Etikev. Alors, Etikev, aujourd'hui, quand je regarde ta storytelling, elle est effectivement à réécrire. Tu l'as dit assez justement, Hanen, puisque tu dis beaucoup de choses. Mais tu en dis trop, en fait. Et il manque cette partie émotionnelle. Et tu ne mets pas assez en valeur les valeurs de ta structure. Il faut les faire ressortir. Il faut que ça saute aux yeux. Il n'y a pas besoin d'écrire 50 lignes pour raconter une histoire. C'est vrai. Il faut que ça soit pertinent. Je parlais de pertinence tout à l'heure. Et il y a de la matière. On sent qu'il y a un fil d'Ariane, qu'il y a quelque chose qui te tient. Tu as une colonne vertébrale. Mais il faut retravailler ça intelligemment, en choisissant les mots. Et les mots, ils vont être proposés par une personne soit qui t'accompagne, soit toi, tu vas les trouver
dans un rêve, dans une lecture. Tu avais parlé de solidarité, Ou de voilà. solidarité, Tu avais voilà. dit que solidarité, Donc, c'était un mot fort de ce concept. Voilà, ta storytelling, il va falloir que tu la réécrives, que tu te poses, parce qu'elle va être très très importante. Et puis, il y a une dimension éthique, il y a une dimension solidaire. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'assez intéressant quand tu dis que ça s'adresse à énormément de monde. Moi, je rajouterais la dimension universelle. Quand on parle d'éthique, on parle d'universel. C'est ça. Voilà. Donc, toi, tu as choisi une cible c'était fortement des musulmans finalement. Mais tu as une ambition qui est d'élargir ton panel. Il faut travailler maintenant pour élargir son panel. Exactement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Maintenant, il y a les carnets dédiés. Alors. C'est bon pour nous Alors, juste pour terminer, puisque j'avais promis de faire 2 recommandations à notre invité. Merci. Et j'aimerais terminer par l'identité visuelle, mais je pense que Hasna a déjà pris la mesure de la chose, puisqu'elle a retravaillé son identité visuelle, qui aujourd'hui existe, mais qui n'est pas clairement assise. C'est-à-dire qu'une identité visuelle, c'est quoi? C'est des couleurs, c'est une police qu'on utilise à chaque fois. C'est ce qui va faire, c'est ce qui va entourer votre marque et c'est ce qui va la structurer. C'est un logo, c'est un univers que vous allez créer et qui va être associé à votre structure tout simplement. Et aujourd'hui, quand je regarde ton fil Instagram par exemple, puisque j'ai regardé le fil Instagram quand même aussi, il y a énormément d'images, mais c'est jamais les mêmes couleurs, c'est jamais les mêmes photos, il n'y a pas de fil d'Ariane. On voit qu'il y a des valeurs bien ancrées, on voit qu'il y a énormément d'idées, que ça bouillonne, que ça éclabousse les murs, mais il te faut un canal, des couleurs. Par exemple, les carnets dédiés, c'est ce qu'on appelle une charte graphique en réalité. C'est une charte graphique. Et quand on parle des carnets dédiés, on sait que c'est le violet aubergine, c'est les étoiles, c'est cette écriture cursive qui rappelle celle du Petit Prince. C'est tout ça. Et effectivement, on le retrouve sur tous tes réseaux sociaux. Voilà. Alors que sur le fil Instagram d'Etikef, pour le moment, ce sont les événements et les flyers des organisateurs que je mets en avant, que j'annonce et que je publie. Et peut-être qu'il faudrait une fois qu'ils arrivent, une fois que je les publie sur Instagram, il faudrait peut-être qu'ils soient uniformisés. Exactement. Ça ne t'empêche pas, relayer, ça ne t'empêche pas d'uniformiser. Très bien. Tu peux y inscrire ta marque de fabrique, ça n'empêche pas. Donc là, par contre, ça va demander un gros travail à Hasna, c'est qu'il y a énormément quand même d'événements, que le propre de cette plateforme, justement, c'est l'autonomie. Donc le fait qu'on aille directement, nous, organisateurs, inscrire notre événement sur cette plateforme. Comment est-ce qu'elle va faire pour uniformiser tout ça? Ça va être compliqué quand même. Alors, effectivement, je parlais du fil Instagram, mais il y a quelque chose de peut-être à une envergure plus importante qui est ton site internet. J'ai été sur ton site internet, il y a de tout. Et comme c'est une plateforme, tu vas nécessairement devoir structurer davantage ton site internet et tabler sur ton identité graphique. Et d'autant plus que j'ajoute en plus je suis en train de travailler ça avec une équipe de web développeurs. Il va y avoir la billetterie en ligne. Maintenant, et il va y avoir la billetterie en ligne dont tu m'as parlé tout à l'heure, qui est une idée géniale. Oui. Raison de plus pour restructurer tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la communication, elle est mouvante. Ta charte graphique, tu vas la renouveler tous les 5 à 7 ans en moyenne. Mais elle sera clairement assise. Alors, une question, Rafla, justement, tu nous parles de renouveler son identité visuelle. Donc, pour renouveler son identité visuelle, c'est sur un rythme de 7 à 8 ans, c'est ça à peu près? Ça, oui. D'accord. C'est ça. Quand ça fait 20 ans, 30 ans qu'on traîne plus ou moins le même logo, ça va pas du tout. Alors en fait, il y a moyen de le rafraîchir. Oui, voilà. Il faut rafraîchir. Alors moi, je suis pas pour casser l'existant. Si ça va pas, si ça va pas. Si tu as fait ton logo avec 2 allumettes, un papier blanc et que tu as fait ça un peu à l'arrache, que c'est flou et c'est un peu la débrouille du quotidien finalement. Non, là je vais te dire, il va falloir vraiment retravailler là-dessus. Moi, c'est ce que j'ai dit à une de mes clientes hier. Je vais lui recréer son univers graphique totalement pour pouvoir avoir un site internet qui rentre en résonance avec sa marque et ses ambitions. Voilà.
Super, donc les 2 recommandations donc, du cabinet Les Carnets d'Eddie, donc pour Hesna Chauki de la plateforme Etikev, c'est effectivement de retravailler ta storytelling en 10, 15 lignes, 30 lignes maximum, de bien choisir justement les mots qui vont permettre d'identifier tes valeurs et nous permettre à nous en réalité de nous identifier à toi et à cette marque qu'est Etikev. Et la deuxième recommandation, c'est effectivement d'uniformiser ta communication, ton image, avoir les mêmes couleurs et sur les réseaux sociaux et sur le site internet et sur tout autre support en réalité, de manière à uniformiser tout simplement, voilà. Oui, tout simplement, oui, toujours avoir les mêmes couleurs, ton logo, et vraiment et avoir un champ lexical aussi qui va avec. Hein, tout à fait, donc le choix des mots est très très important. Merci beaucoup. Combien pour être suivi par les carnets d'Etikev en moyenne? Un jeune entrepreneur qui démarre... Carnet dédié, excusez-moi, j'ai dit quoi? La journée est longue pour Anan. Oui, voilà, je vous ai fait fusionner. Donc les carnets, vous m'avez perdu, mesdemoiselles. Oui, alors un jeune entrepreneur qui démarre, qui n'a pas de stratégie de marque, ma chère Rafla, qui s'adresse à toi, quel budget il doit prévoir en moyenne? Mais ça dépend du travail. Hein. Ça dépend du travail. Après, moi, j'ai ce que j'ai dit tout à l'heure et c'est mon ambition et je l'assume totalement. C'est des prix qui sont raisonnables et qui s'adaptent aux exigences de l'entrepreneur. Voilà. D'accord. Donc vraiment, on a une philosophie, donc on est assez souple. D'accord. On s'adapte énormément. Et une chose que je vous ai pas dit tout à l'heure, on a parlé des services des carnets d'Eddie, mais il y a également possibilité de se former aux réseaux sociaux et à la communication publique, donc comment prendre la parole, comment rédiger un discours, etc. Mais surtout aussi comment gérer ces réseaux sociaux en toute indépendance et en autonomie. Donc c'est des formations collectives, individuelles? Alors, ça peut être individuelle comme collective. Collective, ouais. Ça m'intéresse. Voilà. La prochaine, c'est quand? Il faut créer ça. Il faut monter ça. Voilà, mais en tout cas... on reste à votre disposition avec très grand plaisir. Merci beaucoup Hanen pour ton écoute. Merci Hasna pour cette jolie rencontre. Voilà. Et c'est moi qui te remercie pour tes recommandations et tes conseils. Avec plaisir. Et j'espère que je vais te voir très très prochainement. Avec plaisir. Pour continuer dans cette lancée. Bon. Alors on se retrouve juste après la publicité et on va parler de cancer du sein chez les femmes noires, chers auditeurs, chères auditrices. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Nous sommes de retour donc pour votre magazine hebdomadaire par les femmes qui touche bientôt à sa fin, chers auditeurs, chères auditrices. Donc on va retrouver notre chère chroniqueuse Soued El Mayouf. Donc pour sa chronique Raconte-moi un mot d'arabe. Et aujourd'hui, elle nous parle du pardon. Le pardon est la recette du bonheur. C'est un sentiment d'empathie, de clémence et de compassion. L'absence du pardon est la recette de la souffrance. Et s'agripper à ce que nous appelons la colère justifiée, interfère avec notre sentiment de paix. Pardonner ne signifie pas que nous sommes d'accord avec ce qui s'est passé. Et ne veut pas dire ignorer le mauvais comportement. Le pardon signifie ne plus réveiller les anciennes plaies et qu'elles ne continuent plus à saigner. التسامح يعني ألا تنكأ الجروح القديمة فلا تستمر في النزيف. Une libération de la colère, une tolérance, mais aussi surpasser les erreurs des autres. هو تحرر من الغضب، عفو وتجاوز عن أخطاء الآخرين. C'est le sommet du courage
et une victoire sur l'âme. هو قمة الشجاعة وانتصار على النفس. La vie est une demeure passagère, trop courte pour la passer à se rappeler les blessures infligées ou les blessures reçues. فالحياة هي منزلة عابرة أقصر من أن نقضيها في تذكر الجروح والإصابات. Soyons larges d'esprit et indulgents envers ceux qui nous ont blessés. لنكن واسعي الأفق ولنلتمس الأعذار لمن أساء إلينا. Pour aller mieux et pour vivre dans la tranquillité et la sérénité. كي نكون بخير ونعيش في سكينة وهدوء. La paix se répandra dans le monde et rendra le fardeau de la vie plus léger. فالسلام سيعم العالم ويجعل عبء الحياة أقل مما هو عليه. Si chacun de nous prend l'initiative et la responsabilité de pardonner à tout le monde. لو بادر كل منا وتحمل مسؤولية أن يسامح كل شخص. Faisons de notre devise فلنجعل شعارنا pardonne, tu es le gagnant. سامح أنت الرابح. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région. Une rubrique pleine d'émotions qui nous parle du pardon. Un petit mot, ma chère Rafla, un petit mot, ma chère Hesna, justement, sur cette notion du pardon et cette rubrique originale de Souad El Mayouf. Hesna, toi. Alors, j'y vais. Magnifique. Oui. Le pardon, un rappel qu'on est juste des êtres humains. Quand on pardonne, on soulage son cœur, on soulage son esprit, on soulage son âme. Voilà, tout simplement envie de dire ça. Si vous avez quelque chose dans votre cœur, tendez la main vers la personne qui vous a causé du chagrin. Et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Le pardon, c'est un mot, mais ça renferme tellement de choses et une beauté dans la vie. Faites-vous du bien, pardonnez. Voilà. Merci Hesna. Rafla, peut-être ton petit mot sur la notion du pardon. Effectivement, un très beau moment, plein de spiritualité. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que le pardon, en fait, vient après généralement une très grosse déception ou une déception. Et le pardon, peut-être parfois arriver après de longues années. Il peut y avoir du temps qui se passe avant qu'il ne se prononce, mais j'associerais le pardon à l'idée de légèreté. Merci Hanan. Merci à vous. Donc sur notre point santé, notre dossier du mois, on parle de cancer du sein. Donc le cancer du sein, il peut aboutir à une ablation traumatisante d'un des seins ou même des deux seins. Aujourd'hui, 2 femmes sur 5 justement doivent subir une ablation. C'est 20 000 Françaises qui sont concernées chaque année, donc soit 40% des femmes à qui on diagnostique justement ce cancer du sein. Donc après une ablation, qu'est-ce qu'il se passe? Le corps médical va proposer bien entendu le port d'une prothèse mammaire qu'on va porter sur son soutien-gorge en réalité pour retrouver cette forme féminine et pouvoir s'habiller naturellement. Donc je vais vous proposer, chères auditrices, chers auditeurs, donc un reportage justement sur les prothèses mammaires. Il faut savoir que les femmes noires n'ont pas à disposition des prothèses mammaires adaptées de la même couleur de peau en réalité. Donc reportage, mon cher Medjed. Ça va très bien. Les 2 femmes se connaissent bien. 9 ans déjà depuis l'annonce du cancer de Denise et l'ablation de son sein droit. Depuis, elle fréquente régulièrement le showroom de Sonia, prothésiste mammaire, au point d'y être à l'aise, comme chez elle. Je vais mettre faut que j'enlève ma prothèse. Oui.
Aujourd'hui, Denise vient pour un soutien-gorge noir, une lingerie spécialisée qui comporte une poche dans laquelle on insère la prothèse mammaire. Un produit adapté à sa nouvelle morphologie. Le résultat est bluffant. Savoir trouver le bon modèle pour toi. De son propre aveu, le moment le plus difficile pour Denise après l'annonce de son cancer du sein en 2010 a été la découverte du vide laissé par l'ablation mammaire. Par la suite, elle a choisi de ne pas revenir sur la table d'opération pour faire reconstruire son sein. Alors j'ai plusieurs prothèses, d'accord, et je change en fonction de la tenue que j'ai. Si j'ai une robe décolletée, j'ai le soutien sans bretelles il y a une prothèse spéciale. Si j'ai une robe, ça dépend. Il y a plusieurs prothèses. Je ne compte pas le nombre de prothèses que j'ai à la maison. Il y a en mousse, il y a en silicone, il y a voilà. Et vous les utilisez au quotidien, vous êtes à l'aise avec? Oui, je suis très à l'aise. Je sens même pas. Vous voyez, non, ça va. À l'aise, car elle possède aussi des prothèses carnées qui se rapprochent de sa couleur de peau. Indispensable dans les moments d'intimité, quand on veut être sexy, ou simplement pour poser un autre regard sur soi-même. Détail d'importance, le mamelon en silicone teinté lui aussi qui peut se rajouter à la prothèse quand elle n'en possède pas, ou directement sur le sein reconstruit, quand on ne veut pas subir une opération supplémentaire. Alexandra Arnay, la présidente de l'association Amazon Martinique, se souvient encore de sa première prothèse, offerte avant sa sortie de l'hôpital de Nantes, celle qui faisait d'elle un zèbre, comme elle en sourit elle-même avec le recul. J'ai pas tilté sur le cou, c'est-à-dire qu'on m'a donné une prothèse blanche, enfin pour une femme à peau blanche. J'ai pas réalisé sur le coup, enfin dans un premier temps on cherche surtout à remplir un peu l'autre côté du soutien-gorge. Et puis en rentrant en Martinique, puisque j'étais soignée à la fois à Nantes et en Martinique, j'ai rencontré Madame Guiteau. Et là, hop, surprise, je me suis rendu compte qu'il y avait des prothèses pour les chabines, pour les négresses, pour les métisses, enfin pour tout type de peau. Également pour les femmes blanches. Et j'ai réalisé que non, c'était pas normal d'accepter ça comme ça. Pour Alexandra, c'est un signe évident de l'invisibilité des personnes noires dans cette maladie et dans les thérapies qui leur sont proposées. Une invisibilité contre laquelle Sonia Guiteau a voulu lutter dès ses débuts dans le métier d'orthopédiste. Elle est la seule dans son créneau en Martinique, la première applicatrice de l'île dûment formée, de la prothèse en mousse post-opératoire à la prothèse contact en silicone. Elle a voulu proposer aux femmes noires des produits qui leur ressemblent. Et au début, il a fallu commander ces prothèses inexistantes jusqu'alors sur le marché. Encore aujourd'hui, elles viennent non pas de France, mais d'Allemagne. Je les fais faire pour moi. Des prothèses à marron, on va dire, marron, puisque nous sommes de couleurs différentes. Alors donc nous avons des prothèses adaptées. Donc on peut les avoir sans problème. J'ai un stock, peut-être pas toutes les tailles, mais j'ai du stock. Je les fais faire pour moi en quantité. Psychologiquement, ça fait du bien. Parce que quand on se regarde dans un miroir et on voit les deux seins pareils, surtout si j'ajoute un mamelon, donc c'est l'idéal. Donc on se redécouvre. Environ 20 femmes viennent ici chaque mois retrouver l'estime et l'amour de leur corps après un cancer du sein. Certaines pour la première fois, d'autres pour étoffer leur équipement en lingerie ou en prothèse mammaire. Dans son domaine, Sonia Guiteau a été une pionnière il y a plus de 30 ans. Elle a baptisé son showroom la Maison du Bonheur. À bientôt, bye bye. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 91.3 FM, sur 91.3 FM, à Reims et toute sa région. Si vous avez moins de 50 ans, pensez à vous faire examiner les seins par palpation, donc tous les ans dès l'âge de 25 ans. À l'âge de 50 ans, le dépistage du cancer du sein est fortement recommandé. Ça a coupé ? Sa candidature a été annoncée au lendemain du choix. Ah, excusez-moi. Donc on se retrouve, chère auditrice, chers auditeurs, donc la semaine prochaine avec Fatima Wassak pour parler des femmes en prison, de leurs conditions de détention et des discriminations aujourd'hui dans le centre. Merci à Rafla, merci à Hesna de nous avoir accompagnés. Un excellent début de semaine à vous, chers auditeurs, chères auditrices, et très bonne soirée. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.